Bonjour à tous, je m'appelle Imelda Ndiki, porteuse de projet IEL. Aujourd'hui, je vous présente une mini-série de podcasts intitulée « Prendre sa place, bâtir ici ». En 4 épisodes, nous allons parler d'ambition, de réseautage, de santé mentale et d'entrepreneuriat. Ready? Go! Bonjour tout le monde et bienvenue dans notre mini-série de podcasts. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour notre épisode 2, Intégration, ambition, comment bâtir concrètement. S'intégrer, c'est apprendre les codes. Mais à quel moment passe-t-on de l'adaptation à l'influence? Pour plusieurs afrodescendants, l'objectif premier est de trouver sa place. Pourtant, l'ambition ne devrait pas s'arrêter à l'intégration. Elle peut devenir un moteur d'impact. Aujourd'hui, nous explorons comment transformer une trajectoire d'intégration en une trajectoire de leadership. C'est avec notre invitée Léonie Mandon, à qui je vais laisser le soin de se présenter. Bonjour Léonie. Bonjour Imelda. Oui, comment ça va? Bien, merci. Alors, merci d'avoir accepté l'invitation. Je vais te laisser le soin de te présenter à nos chers auditeurs qui nous écoutent. Alors, présenté. On va essayer de résumer ça pour ne pas être trop long. Alors, je sais pas. Moi, je suis diplômée en communication des relations publiques et je suis aussi journaliste. J'ai fait le terrain pendant plus de 7 ans au Sénégal avant d'arriver ici au Canada. J'ai obtenu aussi une maîtrise en administration publique, donc je suis sortie de l'ENAP comme analyste en administration internationale. Voilà, un peu pour ce qui est de mes diplômes. Sinon, le parcours professionnel, j'ai eu à travailler dans beaucoup de structures, comme étant agente administrative, chargée de projet, responsable de la communication, et puis comme attachée et conseillère des communications auprès des conseils municipaux de la ville de Québec. Parfait. Voilà. Et puis, à côté de ça aussi, j'ai eu à créer des entreprises et dans le domaine de la communication, tout naturellement. Une agence de communication. J'ai aussi créé une compagnie de nettoyage résidentiel et commercial. J'ai racheté 2 entreprises et j'ai créé aussi une fondation qui offre des bourses scolaires aux enfants. Oui. Les enfants, c'est quelque chose qui m'a toujours façonnée depuis toute petite. Je suis monitrice de colonies de vacances, donc j'allais partout avec les enfants au Sénégal et tout. Et puis, pourquoi j'ai créé cette fondation? Parce que moi, j'ai beaucoup reçu. Donc, je me suis dit qu'il est temps aussi de donner. Donc, de donner sans rien attendre en retour. Donc, c'est pour ça que j'ai créé cette fondation pour offrir des bourses à des enfants qui sont dans des familles un peu démunies pour donner au suivant. Et en dehors de ça, je suis très, très engagée dans la vie sociale, dans la vie communautaire. Je siège sur plusieurs conseils d'administration ici dans la ville de Québec. Ça a commencé depuis le Sénégal. Depuis toute petite, je dis souvent que la première fois que j'ai siégé sur un conseil d'administration, j'avais 8 ans. Ah oui. J'avais 8 ans, donc ça ne date pas d'aujourd'hui. J'ai pas attendu d'arriver au Canada pour avoir un engagement communautaire. Ça a commencé depuis le Sénégal et ça continue de me façonner. Et les structures dans lesquelles, sur les conseils d'administration des structures sur lesquelles je siège, travaillent dans plusieurs domaines. C'est comme les entrepreneurs, donc naturellement, vu que je suis dans le milieu de l'entrepreneuriat, donc des organismes qui offrent de l'accompagnement et du financement, comme le Fonds d'emprunt de Québec. Il y a la WAI, il y a le 24 heures Chronosport, il y a les conseils de quartier aussi de Cap-Rouge, j'ai siégé là-bas. Et il y en a d'autres. J'ai aussi été ambassadrice de Concertation Montréal, un organisme qui accompagne la diversité pour la gouvernance et l'engagement politique. Il y a le réseau aussi Femmes politiques. Oui, Imelda, vous êtes dessus. Oui. Et j'ai créé tout récemment aussi la Chambre de commerce et d'industrie des femmes de la diaspora Canada. Wow. Donc, vous allez bientôt entendre parler de ça parce que je côtoie beaucoup le monde diplomatique. Donc, pour moi, il est important que les femmes soient au cœur de la diplomatie économique. Très important. Mais j'entends à tes réponses que tu es très investie en fait dans la communauté. Tu es certainement aussi très occupée. Oui. Ça tombe bien parce qu'aujourd'hui nous allons parler d'intégration et d'ambition. Wow.
Alors, en tant qu'afro-descendant, est-ce que tu penses que notre arrivée ici nous oblige à revoir notre trajectoire, nos ambitions? Peut-être pour certains, oui. Peut-être pour d'autres, non. Il y en a qui se plaisent dans leur confort. Donc, fait qu'ils continuent. Là, j'ai parlé québécois, j'ai dit fait que. Donc, de ce fait, ils continuent le chemin qu'ils avaient depuis leur pays d'origine, à tracer le chemin qu'ils ont emprunté depuis le début, ou bien à continuer de bâtir leurs rêves. Il y en a qui ne changent pas de casquette. D'autres, en arrivant ici, se heurtent à d'autres réalités ou à d'autres opportunités et se disent pourquoi je vais pas retourner ma veste, ou bien pourquoi je vais pas la changer, ou bien pourquoi je vais pas mettre une autre veste par-dessus. Donc, c'est ce qui fait qu'elles vont prendre d'autres chemins pour mieux, comment on dirait, enrichir. Parce que quand on prend un autre chemin ou qu'on en abandonne un ou qu'on en rajoute un autre, on enrichit toujours son parcours. On ne perd jamais en bout de ligne. Donc, c'est les réalités de la vie, les réalités de l'endroit où on se trouve géographiquement. On s'entend que le Canada n'est pas le Sénégal, n'est pas le Cameroun, n'est pas le Togo, n'est pas la France. Donc, naturellement, selon l'endroit où on se situe géographiquement, on essaie de s'adapter à ces réalités-là et de nous définir par rapport à ça, tout en gardant aussi nos valeurs. En tout cas, personnellement, moi, je reste ancrée en moi-même. Je n'ai rien changé en moi. Que tu ailles au Sénégal ou que tu viennes ici au Canada, tu vas retrouver la Léonie que tu as connue depuis X années. J'ai pas changé. J'ai juste continué de m'enrichir, de m'enrichir et de m'ouvrir aux autres. Et est-ce que tu penses que ce style de changement-là nous oblige à revoir à réduire nos ambitions? Oui, parce que je viens de l'entendre dans une conférence, quelqu'un qui disait qu'elle partage tellement ses idées de projet et elle se heurte parfois à des difficultés ou à des jalousies, ce qui fait qu'elle a tendance à s'enfermer en elle-même. Donc, ça peut réduire les ambitions de certaines personnes. Le fait que aussi les gens qui l'entourent ne la challenge pas, fait que aussi elle se recroqueville en elle et elle ne sait plus où donner de la tête parce qu'elle sent qu'elle n'a pas de soutien. Et donc, elle va se dire, bon, je vais continuer à faire ce que j'ai l'habitude de faire et puis ça reste comme ça. Donc, ça peut réduire les ambitions, bien effectivement, mais j'ai envie de dire aux gens de ne pas s'arrêter à ça et de ne pas se définir à travers ces personnes-là. Et comme je le disais tantôt, quand le plan A ne marche pas, on va vers le plan B, on va vers le plan C, jusqu'à ce qu'on trouve la solution. Il n'y a pas une seule solution dans la vie, il y a des solutions jusqu'à ce qu'on atteigne son objectif. Et donc, en tant qu'afro-descendant, est-ce que on doit choisir entre intégration et ambition? Et aussi, bon, c'est un double volet, mais complémentaire. Est-ce que le fait de devoir penser d'abord à l'intégration ne représente pas une double charge, en fait, finalement? Tout à fait. Aussi? Tout à fait. Moi, je me dis que l'intégration ne devrait pas être un défi dans une société normale. Pourquoi? Parce que on devrait se côtoyer naturellement. Naturellement, on ne devrait pas se sentir étranger où que l'on soit dans la vie. Qu'on arrive du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, on devrait retrouver sa place partout où l'on va et se sentir à l'aise et ne pas chercher à forcer des relations, à s'intégrer, à vouloir coûte que coûte se coller à ces gens-là. Ça devrait être naturel en tant qu'humain. En tant qu'humain, je prends d'abord la veste humaine pour dire que tous les êtres humains devraient pouvoir manger à la même table. Après, il va y avoir des réalités, des valeurs qui vont faire que je vais dire que je me retrouve pas avec ces gens-là, je me retrouve avec tel ou tel groupe, ou bien mes ambitions avec ce groupe-là, ça ne va pas ensemble. Je vais aller me coller au groupe C ou au groupe D. Mais l'intégration forcée ou bien vouloir travailler sur l'intégration ne devrait pas prendre le dessus sur notre ambition, bien que les deux vont ensemble. Parce qu'on ne peut pas être ambitieuse dans une société si on ne connaît pas les réalités de cette société-là. Et c'est là où l'intégration fait appel au fond de nous, parce qu'on va se dire en essayant de connaître cette
personnalité-là, en essayant de découvrir comment elle fonctionne, avec quel pied elle danse, c'est là où on s'intègre. Parce que l'intégration peut avoir plusieurs casquettes. Hein. Est-ce que tu vas manger comme ces gens-là? Est-ce que tu vas parler comme ces gens-là? Est-ce que tu vas danser comme eux? Est-ce que tu vas t'habiller comme eux? L'intégration peut avoir plusieurs casquettes. Maintenant, c'est à toi de voir la partie qui t'intéresse la plus pour et qui va pas en quelque sorte réduire tes ambitions ou bien piétiner sur ta personnalité ou bien te définir autrement. Tu dois rester toi-même tout en t'ouvrant à ce que font les autres et en essayant de prendre un peu de chaque et puis continuer à bâtir ta carrière, ton profil. Donc, est-ce qu'il y a un moment où on décide justement de passer de l'intégration pour impacter concrètement? Est-ce que c'est à partir d'un clic, à partir de nos rencontres? Enfin, pour toi, par exemple, dans ton parcours, est-ce qu'il y a un moment clé où tu t'es dit que bon, ça, il faut que je commence à prendre ma place ou à impacter mon milieu? Moi, c'est arrivé naturellement. Oui. Franchement, je vais le dire. On l'entend beaucoup et je l'entends aussi. Je reviens d'une conférence où une personne disait qu'elle ne s'est pas sentie à sa place. Elle a été dans une rencontre où elle était la seule personne afrodescendante et qu'elle ne se retrouvait pas là-dessus. Et on l'a invitée à prendre effectivement sa place. Faut pas attendre que les autres nous invitent. Faut créer cette opportunité et je pense que déjà en allant là-bas, elle a essayé d'ouvrir une porte. Après ouvrir une porte et rester là à observer les 4 murs de la chambre, ça n'aide pas à avancer. Il faut aller toucher le mur, toucher les objets qui sont dans la chambre, essayer de les déplacer ou essayer de les valoriser ou de les personnaliser. Donc c'est pareil quand on arrive dans un groupe, dans une conférence sur un territoire. On va vers ces gens-là, on les côtoie, on essaie de les parler, on essaie de les comprendre et c'est là que les choses vont venir petit à petit et c'est sûr qu'on va être confronté parfois à des obstacles. Mais on est appelé dans la vie à défier ces obstacles-là. Même dans nos propres familles, dans nos propres quartiers, à l'école, on rencontre des défis. Donc c'est normal et naturel que quand on va dans un autre pays, qu'on rencontre des obstacles. Et comment donc dévier les obstacles? Comment les dévier? Est-ce que tu as des astuces pour les autres? Moi, je dirais la première chose, c'est de rester soi-même. Oui. C'est de rester soi-même, de ne pas essayer de forcer. Parce que quand tu forces, ça veut dire que tu te sens pas à ta place. Donc, parce que quand tu te sens à ta place, tout est naturel. Ça vient aisément. Donc, tu ne forces pas et puis tu vas entrer en contact avec ces gens-là facilement et c'est en communiquant que vous allez vous positionner chacun va trouver sur quelle chaise il va s'asseoir. Donc, les astuces, il y en a beaucoup. C'est la communication, c'est l'interaction, c'est l'observation. Moi, j'observe beaucoup. Je parle beaucoup, mais j'observe beaucoup. J'ai le sens de l'observation très, très, très pointu parce que je me rappelle quand j'étais petite, ma mère, quand il y avait un invité à la maison et qu'elle voulait que les enfants sortent du salon ou se déplacent, ou s'éloignent des adultes, il suffisait qu'elle nous regarde. Elle nous regarde ou bien qu'elle fasse et qu'elle nous parle des yeux ou qu'elle fasse d'un geste de la main, on comprenait son langage. Donc, quand on était là avec les invités, on a tendance à prêter attention aux mimiques de ma mère, à son visage, à son regard et trucs et ça. Et moi, je suis naturellement comme ça. Quand je vais dans un milieu, c'est pas que j'y prête attention à 100%, mais ça fait tic. Dès que quelqu'un parle par le visage, comment dirais-je, le langage non verbal, je le sens tout de suite. Quand la personne est gênée, quand la personne ne se sent pas bien, quand la personne a envie d'une chose, quand la personne vit un malaise, je le sens tout de suite. Donc ça dit tout de suite, est-ce que tu dois rester ici ou est-ce que tu dois partir ou est-ce que tu dois changer ton langage ou ta posture ou autre chose. Donc ça, ce sont des choses que quand on arrive dans un milieu et qu'on se bute à des obstacles, c'est des astuces qui aident à se relever et à travailler sur ces problématiques-là pour aller de l'avant et pour passer à l'étape suivante. Donc moi je dirais l'observation, la communication et l'interaction sont très importantes pour défier tout obstacle. Ouais. Merci. En tant qu'afrodescendant, on est souvent confronté aussi à des problèmes de représentativité.
comment est-ce qu'on peut aller outrepasser ça? Et est-ce que tu penses que ça doit nous définir en tant que personne, en tant qu'afro-descendante, tout simplement? Non, ça doit pas nous définir. Moi, il m'est arrivé d'aller à des événements où j'étais la seule personne afro-descendante. Et je me suis sentie à ma place. Je me suis pas sentie autrement. Je suis restée la Léonie que je suis. Le nombre, on ne peut pas parler de nombre. On est au Canada, on est au Québec. Les Noirs, bien vrai que ça fait longtemps qu'ils arrivent ici, mais le nombre commence à se multiplier. Donc, laissons le temps aux Noirs d'arriver et de prendre leur place. On ne peut pas exiger qu'il y ait 50 000 Noirs en politique. On ne peut pas exiger qu'il y ait 50 000 Noirs en économie. On ne peut pas exiger qu'il y ait 50 000 Noirs dans le corps policier de la ville de Québec. On ne peut pas exiger qu'il y ait 50 000 Noirs dans le milieu culturel. C'est impossible. Les choses vont se faire petit à petit et puis il faut pas forcer ce discours-là où on dit on ne voit pas les Noirs ici, les Noirs ne font pas ceci. Moi, je suis contre ce discours-là. Laissons les gens choisir là où ils veulent aller. Laissons les gens faire ce qu'ils ont envie de faire. Laissons les gens dire ce qu'ils ont envie de dire. La liberté est très importante dans le développement communautaire. Après, est-ce qu'on leur donne leur place? Est-ce qu'on leur donne des possibilités de se faire représenter? Est-ce qu'on leur donne des outils pour travailler à cette représentation? C'est là maintenant la question. Qu'est-ce que le gouvernement met en place pour ça? Et le gouvernement ne doit pas attendre d'être interpellé. Il sait qu'on est dans une société qui n'arrête pas de se diversifier, qui n'arrête pas d'accueillir. Le Canada a toujours été une terre d'immigration. Donc, c'est pas aujourd'hui que les Noirs arrivent au Canada. C'est pas aujourd'hui que d'autres étrangers arrivent au Canada. Le Canada a toujours été une terre d'immigration. Bien vrai qu'aujourd'hui, l'accent est très, très dessus l'immigration. On le voit actuellement avec l'actualité politique où il y a beaucoup de problèmes avec les programmes d'immigration. Moi, je me dis que c'est le gouvernement. Si le gouvernement met naturellement tous ces programmes-là et prend en compte tous ces enjeux-là, les choses vont se faire tranquillement et les Noirs n'auront pas besoin de se battre pour la place. Pour quémander la place, s'imposer ou devoir changer leurs attitudes ou leur carrière ou leur façon de faire pour trouver leur place, que ça soit en politique, en économie, en culture ou dans le milieu communautaire. Ok, parfait. Ouais. Okay. Tout doit se faire naturellement. Et que dirais-tu, comment est-ce qu'on développe une ambition structurée plutôt qu'un simple désir de réussite? Parce que, tant qu'on arrive en tant qu'afro-descendant, on a souvent beaucoup de rêves aussi. Et on a envie de réussir, ça c'est tout à fait légitime. Mais comment est-ce qu'on développe vraiment cette ambition structurée-là? Alors, une ambition structurée, vous l'avez dit, le mot est là, structurée. Donc, il faut savoir ce que l'on veut. Et qu'est-ce qui permet d'atteindre cet objectif-là? Du moment où l'on sait ça et qu'on décide de mettre en place toute la structure, c'est-à-dire avec les mécanismes qui vont avec, que ça soit des objets, des outils, les êtres humains, les finances, la stratégie, le plan marketing et communication, notre vision commence à être un peu plus claire. Donc là, on est dans quelque chose de structuré là. Mais parfois, on n'a pas tout ou on n'est pas bien informé. Donc, il faut prendre le temps de s'informer d'abord. Il y a des Noirs qui sont arrivés ici, qui avaient beaucoup d'ambition, qui avaient beaucoup de projets en tête, qui voulaient faire ça. Mais ils n'ont pas pris le temps d'apprendre, de lire, de poser des questions, d'aller s'informer, d'aller se renseigner. Pourtant, les outils sont là. Mais souvent, ils vont dire, je ne savais pas. Ou bien, je ne savais pas à qui demander ou où aller. Mais en essayant de parler à 2, 3, 4 personnes, moi, je pense qu'on peut avoir une idée de ce que l'on veut, de où on veut aller et avec quels matériaux travailler pour atteindre notre objectif, pour avoir une ambition bien structurée, des plans bien définis. Donc, c'est important de s'informer, de prendre le temps de se renseigner. Faut faire la course avec personne.
Parce que certains ont tendance à vouloir faire la course. Je suis le premier noir à faire et je suis la première femme à faire. Non, il faut laisser ce discours vieillot-là. Prenez le temps de vous informer. Prenez le temps de vous renseigner. Prenez le temps d'aller chercher tous les outils et toutes les personnes qui ont les compétences qu'il faut pour bien bâtir votre carrière et votre ambition. Et donc, ça laisse place à une ambition bien structurée. Justement, est-ce que tu as un exemple d'outils qu'on peut utiliser pour progresser dans sa carrière professionnelle? Ben, il y a les plateformes. Oui. Il y a les organismes d'aide. Je pense que les villes aussi mettent des choses sur leur site web. Oui. Ou bien il y a des gens à qui on peut poser des questions et qui peuvent nous aider. Moi, personnellement, même si je ne suis pas la personne qui va aider, je sais que j'ai un carnet d'adresses ou une liste d'organismes sur laquelle je peux me baser que toi, Imelda, si tu me poses une question sur tel ou tel aspect, si je n'ai pas la réponse, je vais te dire, il y a l'organisme 24 chrono ou il y a le Forum Afro-Jeunesse qui offre ce service et qui peut t'aider à atteindre ton objectif. Donc, va te renseigner auprès d'eux. Tu vas trouver réponse à toutes tes questions. Ou je vais dire, je vais te mettre en relation avec telle personne. Elle travaille dans ce milieu-là. Elle travaille dans ce domaine. Elle pourra t'aiguiser pour atteindre ton objectif. Donc, moi, je dirais que c'est ça qu'il faut et c'est l'exemple le mieux que je puisse donner. Ouais. Ok. Comment donc bâtir une crédibilité durable dans un environnement où on est minoritaire? Alors, la crédibilité, oulala. La crédibilité. Et est-ce que même ça concerne tout le monde? Est-ce que ça concerne tout le monde? Qu'on est crédible. C'est ça. On n'a pas à prouver qu'on est crédible. On l'est. On est juste crédible et libre aux gens de l'accepter ou pas, d'y croire ou pas. Que la personne cherche à te mettre des épines ou à te trouver des bibites, comme on dit ici, des cafards dans le placard, comment on appelle ça encore? Je sais pas, il y a une émission là, en tout cas quelque chose en tout cas qui veut te trouver des mouches ou je ne sais pas, des petits défauts dans le placard. Les gens, parce que dans la vie, les gens vont toujours trouver quelque chose à dire sur une personne. Les gens ont la critique facile. Les gens vont toujours essayer de dénigrer. Donc, est-ce que ça va entacher sur ta crédibilité? Est-ce que ça va t'empêcher d'avancer? Ou est-ce que ça va te faire poser des questions ou t'arrêter? Non, tu te connais déjà. Tu sais qui tu es, tu sais ce que tu fais et ce que tu ne fais pas. Est-ce que tu es corrompu? Oui ou non? Est-ce que tu passes ton temps dans les bars ou dans les boîtes? Oui ou non? Mais est-ce que ça aussi, ça empêche d'être crédible ou pas? Tout dépend du milieu dans lequel tu travailles. Si dans ton domaine, ça nécessite d'être tous les soirs en boîte, tu vas continuer d'aller en boîte pour bâtir ta carrière et te développer économiquement. C'est pas parce que les gens vont dire que cette personne elle passe tout son temps en boîte donc elle n'est pas crédible que tu vas arrêter d'aller en boîte alors que c'est là-bas ton gagne-pain ou bien alors que c'est là-bas que tu bâtis ton leadership, alors que c'est là-bas que tu bâtis ta carrière professionnelle qui va t'aider dans le futur. Donc continue d'aller en boîte tant que tu ne tues pas, tant que tu te saoules pas à terre, tant que tu te mets pas à nu. Si c'est la place pour te bâtir, te construire, continue d'y aller. Hein? C'est pas un endroit, comment dirais-je, qui manque qui va faire que les gens vont dire que tu manques de crédibilité et qui va te pousser à tout abandonner pour aller encore vers autre chose. Les gens vont commencer encore à parler, tu vas abandonner, tu vas aller encore vers autre chose. Donc, tu vas jamais t'arrêter, tu vas changer de place en place sans jamais te construire. Donc, la crédibilité dépend aussi de ton attitude, de comment tu te comportes avec les gens, de comment tu communiques avec les gens, de comment tu t'habilles, la posture que tu as, la posture, comment tu te présentes envers les gens. Ils vont commencer à dire, tiens, cette personne, elle inspire confiance. Cette personne, elle est crédible. Cette personne, elle me donne envie de travailler avec elle. J'ai envie de parler, de communiquer avec cette personne. Donc, c'est
c'est tout un, comment dirais-je, un habillage. Ça va du pied, de la tête aux pieds. Ça va de notre style d'habillement, de notre façon de communiquer, de nous comporter et de nous tenir aussi en public. C'est ça qui va faire que les gens vont se dire cette personne est crédible ou pas. Et après, il faut aussi savoir dissocier sa vie publique et sa vie privée. Clairement. Donc, quand on dissocie ces deux-là, on minimise l'impact ou bien la critique des gens sur nous. Donc, ils vont savoir où se limiter. Il faut toujours qu'il y ait une frontière. Parce que quand on leur donne trop, ils vont piétiner dans notre vie privée et ça peut empiéter sur notre développement public, sur notre carrière publique professionnelle. Donc, c'est important de mettre une frontière entre la vie publique et la vie privée pour conserver quelque chose qui nous appartient, qui est au fond de nous et qui va pas entacher sur notre carrière professionnelle au point de faire douter les gens sur notre crédibilité. Effectivement. Tout à l'heure, dans ta réponse, tu as parlé de leadership. Et je sais aussi que tu es une personne tellement impliquée, donc ça a dû faire preuve de leadership, en fait, pour occuper tous ces postes-là et se bâtir cette carrière-là. Comment est-ce qu'on construit son leadership au final? Et à quel moment est-ce qu'il est supposé nous servir, en fait, pour impacter, pour prendre sa place? Moi, je me dirais que, je l'ai dit tantôt, le leadership, c'est quelque chose qui doit être en nous d'abord et qui doit aussi venir de notre entourage. Okay. Pourquoi je dis ça? Je disais tantôt que j'ai été très tôt impliquée dans la vie communautaire, dans l'engagement social, donc, quand j'avais l'âge de 8 ans. Et puis, tout de suite, on a commencé, quand il y avait un discours à lire, on dit, il faut le donner à Léonie. Quand il y avait un message à transmettre, il faut le donner à Léonie. Quand il y avait un gala, les kermesses et autres à animer, on dit, on donne le micro à Léonie. Donc, le fait que les gens prêtent attention et veulent toujours te choisir, ça forge une certaine confiance, crédibilité, un certain leadership en soi qui fait que on se sent important et on se dit tiens, maintenant je suis une leader, je suis une personne importante et il faut que je préserve ça. Il faut que je préserve ça par mon comportement, par mon attitude, par ma façon de faire, par mes fréquentations. Est-ce que je veux fréquenter des gens qui n'ont pas les mêmes valeurs que moi, qui n'ont pas la même morale que moi, au point de perdre ce leadership-là? Est-ce que je vais continuer à fréquenter des personnes qui ont des grandes ambitions, qui occupent des postes stratégiques, à aller dans des conférences qui me parlent pour continuer de me bâtir et à avancer plus haut. Moi, je pense que le leadership, c'est ainsi, et il faut savoir quel chemin prendre, c'est tout. Du moment qu'on dissocie le gauche et le droit, ou bien la gauche et la droite, comme on veut, on est en train de façonner son leadership. Choisir d'aller à gauche, choisir d'aller à droite, c'est tout de suite quelque chose qui va dire si tu vas continuer d'être un leader ou si tu vas te perdre en cours de route. Donc, moi, mon engagement a commencé très tôt et c'est ça qui a fasciné mon leadership. Et aujourd'hui, je continue à le bâtir. Ça a commencé depuis le Sénégal, ça continue ici au Canada. Donc, je continue de prendre ma place dans les milieux. Important. Dans les milieux que je fréquente, les organismes que je côtoie, que ça soit en entreprise, que ça soit en entrepreneuriat, même avec mes employés et tout. Je viens de le dire tout à l'heure, un bon leader, c'est quelqu'un qui sait demander de l'aide. C'est quelqu'un qui sait reconnaître les compétences des autres et c'est quelqu'un qui sait déléguer. Pour moi, quand tu as ces deux atouts-là, quand tu as ces trois valeurs-là en poche, tu es un bon leader. Et moi, je me vois en ça. Je me dis que je ne peux pas me construire toute seule. Je ne peux pas faire tout toute seule. Donc, je vais demander de l'aide. Et quand je manque de compétences dans un domaine, je vais la chercher ailleurs. Et si par hasard, j'ai un horaire hyper chargé,
je vais déléguer telle ou telle tâche à une de mes employés ou à un de mes employés pour ne pas freiner le développement de mon entreprise. Donc, c'est important. Ou bien même de l'organisme, pas seulement de l'entreprise, que ça soit dans les organismes communautaires, que ça soit même à la maison. Quand tu ne peux pas tout faire, demande à ton conjoint, demande à un membre de la famille ou demande à un de tes enfants de prendre en charge cet aspect-là si tu sais qu'ils sont capables de le faire. C'est là où commence le leadership. Ça commence à la maison et ça nous suit dans notre quartier, dans nos engagements communautaires, en entreprise et puis dans la vie de tous les jours. C'est ça. Parfait. Pour la place qu'on accorde aux valeurs, est-ce que on peut considérer que c'est comme une boussole finalement? Oui. Et comment allier nos valeurs avec notre carrière professionnelle? Alors moi, ça c'est une question très très importante et qui me parle beaucoup. Moi, quand je fréquente un milieu où je sens que mes valeurs n'y sont pas, je me barre tout de suite. Te casse. Tout de suite. Que ça soit le milieu le plus huppé de la place, que ça soit la personnalité la plus importante de la Terre. Si je me retrouve pas là-dedans, je vais juste dire merci, bisous, bye, ciao. C'est tout. Donc, les valeurs pour moi, c'est très, très important. Et c'est parce qu'aujourd'hui, je conserve mes valeurs que j'ai réussi à atteindre un certain niveau. Parce que j'aurais pu dévier. J'ai connu des gens qui ont pris un autre chemin. J'ai connu des amis qui ont décidé de mener une autre vie, mais j'ai pas décidé de les suivre. J'ai pas décidé de les suivre. J'ai décidé de prendre un autre chemin. J'ai décidé de rester sur les valeurs que m'ont inculqué mes parents et j'ai décidé de garder les valeurs aussi de ma religion. La foi, c'est très important pour moi. Qu'est-ce qu'elle dit? Où est-ce qu'on s'en va avec ça? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Avec qui on fait ça? C'est très important. Et ça ne dit pas que je vais exclure les autres. Non, je vais continuer de les avoir autour de moi, mais je ne suis pas obligée de faire ce qu'ils font. Moi, je vais faire quelque chose où je retrouve mes valeurs, où je me sens valorisée et où je sens que je côtoie les gens qui ont les mêmes valeurs que moi. C'est ça. Les valeurs, alors, est-ce qu'elles sont finalement universelles ou c'est vraiment à chacun de définir? C'est à chacun de définir ses valeurs. Il y a beaucoup de valeurs dans la vie. Tellement. Il y a des valeurs sur lesquelles on va se retrouver forcément. Il y a des valeurs où on va se sentir moins à l'aise. Il y a des gens qui vont dire oui, je tiens beaucoup à cette valeur-là, mais je me sens pas à l'aise. Mais je sais pas comment traduire ça, mais il y a des gens parfois qui vont juste ravaler ça, qui vont juste décider pour une fois ou en un temps de mettre cette valeur dans leur poche pour accéder à certains avantages, à certains postes et de manière stratégique et trucs tout ça. Mais ça aussi, on va pas leur en vouloir. À chacun sa vision des choses, à chacun sa façon de faire. Mais le plus important, c'est que s'ils gardent cette valeur dans leur poche et se dire qu'un jour ou l'autre, je vais la ressortir ou bien qu'elle va toujours être ancrée dans mon cœur et que ça va m'éviter de franchir certaines étapes pour ne pas me retrouver de l'autre bord. C'est bien. Donc, parce qu'il y a des gens qui sont obligés parfois de faire semblant ou d'utiliser les choses de façon stratégique pour accéder à certains avantages ou de réussir dans leur vie, ce qui, normalement, on ne devrait pas faire. On ne devrait pas obliger les gens. Est-ce que c'est mal d'être un peu stratège? Non, c'est pas mal. Parfois aussi, tout dépend de la personne avec qui on est. La personne qu'on a en face et tout ça. On est obligé parfois de faire semblant ou de dire oui. Hein? Mais pas tout le temps quand même. Pas tout le temps, mais si c'est pour un temps, pourquoi pas? Oui. Hein? Et puis après, on retourne à l'essentiel, on retourne à nos valeurs. Je pense que chacun de nous a déjà eu à côtoyer ça dans sa vie, que ça soit de façon temporaire ou sur le long terme. On a déjà eu à faire face à ça, mais est-ce que ça va continuer de nous définir? Est-ce qu'on va décider de rester sur ça? C'est là la vraie question. Est-ce que je vais me relever de ça? Est-ce que je vais sortir de ça et m'imposer ou faire ressortir ma vraie personnalité avec mes vraies valeurs, qu'on les accepte ou pas? Ou bien je vais juste
continuer de les garder dans ma poche pour être acceptée dans ce milieu-là? Parfait. C'est là la question. Merci, Léonie. En t'entendant parler, tu es une personne vraiment très positive et pragmatique aussi. Oui. En tout cas, c'est ce que je décèle. Mais dans ton parcours, tu as certainement eu à faire face à des obstacles. Mais comment est-ce que ces obstacles-là t'ont transformé et quel message, en fait, tu pourrais aussi donner aux autres qui sont dans des situations où elles doivent peut-être faire des choix ou elles font face à des obstacles et que, somme toute, elles doivent passer par là pour accéder au prochain step. Alors, la première chose, c'est la confiance. Oui. Moi, j'ai beaucoup confiance en moi. Beaucoup. Moi, j'ai beaucoup confiance en moi. Et moi, j'ai toujours plus d'un tour dans ma poche. Donc, si le plan A ne marche pas, je vais tester le plan B. Si le plan B ne marche pas, je vais tester le plan C. Alors, mais est-ce que je vais continuer de les prendre du tic au tac? Parce que parfois, ça mérite une pause, qu'on recule pour mieux sauter. C'est très important dans la vie que d'enchaîner plusieurs... Avec les échecs et tout. Oui, c'est ça. Et puis, on dit, si ça marche pas, je vais aller plan D. Si ça marche pas, je vais aller plan C. Non, parfois, c'est bien de s'arrêter, de respirer, de se poser des questions et de se demander où est-ce qu'on veut aller ou est-ce que c'est le bon moment. Ça, c'est très important. Et moi, je suis une personne très guidée par la foi. Très, très guidée par la foi. Et je prends toujours le temps de me confier d'abord mes problèmes à moi-même, de confier ça à mon Seigneur dans le silence, dans le calme. Je suis une personne très sociale, qui parle beaucoup, qui est très vivante, mais je suis une personne très solitaire. Ah oui? Ah oui. On dirait pas, en tout cas. Et ça, c'est l'autre côté de moi que les gens vont pas découvrir forcément parce que moi, j'aime ma vie privée, c'est ma vie privée. Et puis aussi, quand je suis chez moi, j'aime être chez moi. Je suis tranquille, je me laisse guider par l'intérieur, par le fond intérieur de moi. Je reviens à des événements, je reviens à des discours, je reviens à des personnes. Moi, j'ai grandi pratiquement chez les moines. Et c'est très calme, c'est très tranquille et on n'entend que les oiseaux. En dehors des chants, de la prière, on n'entend que les oiseaux. Et moi, j'ai grandi là-bas. Donc, ce qui fait que j'aime le calme, la tranquillité, et la solitude. Quand tu me vois dehors, je suis très vivante, hyper active et tout. Mais une fois que l'activité est finie et que je suis chez moi, j'aime la tranquillité. Moi, je pourrais vivre 100 ans chez moi sans m'ennuyer. Ah oui. Tel que tu me vois là. Mais c'est important d'être aussi en phase avec soi-même. C'est la confiance ça. en soi Donc, aussi. quand je fais face à des défis ou à certains obstacles, je prends le temps de respirer. Je prends le temps de me poser. Je prends le temps de peser le pour et le contre avant de me lancer. Et comme je dis, quand le plan A ne marche pas, je vais prendre le plan B tout en mesurant le timing. Le timing est très important dans toutes les décisions et dans tous les problèmes auxquels on fait face. Si tu contrôles pas le temps ou si tu n'as pas de pouvoir sur le temps, c'est que tu vas jamais faire face à tes obstacles ou à tes défis. Donc, c'est toujours important de prendre le temps, de respirer, de reculer pour mieux sauter. Parfait. Mais où est-ce qu'on place alors la discipline dans tout ça? Ouh, la discipline. Mais c'est justement le fait de comment dirais-je, pas de s'auto-éduquer, mais de s'auto-limiter, c'est déjà une discipline. Parce que si tu n'as pas la capacité de t'arrêter toi-même, c'est que tu n'as aucune discipline ou tu n'as aucune gestion dans le courant de ta vie. Oui. Donc, il faut que tu aies d'abord le pouvoir sur tout ce qui peut t'arriver dans la vie ou sur toutes tes tentations. Donc, si tu as vraiment envie, parce que tu vas atteindre certains objectifs et que tu te dis que si tu ne fais pas ça, tu vas réussir, alors qu'il y aurait un autre plan pour t'aider à y arriver, si tu n'as pas la capacité de te retenir, de t'arrêter et de t'empêcher de faire certaines choses, c'est que tu n'as pas de discipline, tu n'as pas de contrôle sur toi-même. Ouais. Donc, la discipline, là, c'est... moi, je me dirais que c'est quand on a la capacité de s'auto-gérer, de s'auto-réguler. Parfait. C'est ça. Nous sommes rendus à presque fin. Super. Tu as vu que tu auras le temps de faire
Oui, Étant c'est donné vrai. que tu es tellement J'ai un sollicitée. samedi à la course. Oui. Alors, comment aider les prochaines générations à se sentir, intégrées, à viser haut sans se sentir illégitime? En fait. Comment aider les autres? Moi, je Oui. dis, il faut croire en soi. Oui. Il faut croire en soi. Il faut s'inspirer de tout ce qui nous entoure. Il faut aussi aller vers les autres. Il faut apprendre des autres. Mais faut pas que les autres aussi nous limitent. Parce que parfois, on peut être très ambitieux, on va parler à 2-3 personnes, ils vont dire, oh, tu rêves trop grand, Oui. ou t'es trop pressé, ou t'es trucs. Bon, moi, je vais juste dire, ok, bon, d'accord. Mais quand je vais me retrouver seule, moi, je vais savoir ce que je veux. Ce que je veux, comment je le veux, et avec qui je le veux. Mais je vais tenir compte de ton conseil. Ça va peut-être m'aider à réajuster les choses, mais ça va pas m'empêcher d'avancer. Donc, je vais dire aux jeunes, oui, c'est bien de prendre des conseils, c'est bien d'aller vers les autres, de les fréquenter, de les écouter, de se renseigner, mais vous êtes le propre maître de votre vie. Vous êtes la boussole qui guide vos propres ambitions, vos propres projets d'entreprise et votre propre carrière professionnelle. Donc, croyez en vous. Prenez le temps de mettre en place toute la stratégie, tout le matériel qu'il faut pour atteindre vos objectifs. Donc, si vous avez ça en place et si vous avez ça en tête, de ne pas vous laisser aussi influencer. Moi, je suis une personne difficile à influencer. Très, très difficile. On aimerait ça être comme toi. Moi, je suis une personne très, très difficile à influencer. Il y a comme une question qui me vient en tête. Excuse-moi de te couper. Comment est-ce qu'on prend donc ce recul-là pour ne pas se laisser tenter ou influencer par diverses idées de personnes? Enfin, les gens sont pertinents, mais on peut pas tout prendre non plus. Oui, c'est sûr que parfois, on ne peut pas avoir le contrôle sur tout, mais il faut tirer des leçons sur ce qu'on a déjà vécu. Quand ça t'arrive 1 ou 2 fois, faudrait pas que ça t'arrive 3 fois ou 4 fois. Donc, il faudrait que tu te dises que la dernière fois, j'ai fait ceci et il m'est arrivé ceci. Donc, comment éviter ça? Donc, la tentation, est-ce que j'évite de fréquenter telle ou telle personne? Est-ce que j'évite de parler de telle ou telle chose? Ou est-ce que je décide de ne pas faire telle ou telle chose? Donc, c'est comme ça qu'on va arriver à prendre du recul pour ne pas perdre la face. C'est tout. Parfait. C'est tout. Parfait. Une dernière question pour nos jeunes qui nous écoutent. Alors, quelle est la phrase que tu dirais à ces jeunes-là, ces personnes qui nous écoutent, pour passer de l'intégration à l'impact? Passer Et ça sera le mot de la fin aussi. Passer de l'intégration à l'impact. Donc, intégration à l'impact, moi, je me dirais que c'est par nos gestes, par notre vie de tous les jours, par notre façon d'être autour de nous, dans nos milieux de vie de chaque jour. C'est comme ça qu'on va montrer aux gens qu'on est une personne, même si je viens d'ailleurs, je suis une personne, oui, structurée, intégrée, et que je peux avoir un impact dans vos vies. Je suis pas seulement l'étranger. Je peux avoir un réel impact dans vos vies. C'est pas vous seulement qui pouvez avoir de l'impact dans ma vie. Moi aussi, je peux vous apporter quelque chose. Moi aussi, je peux être une personne incontournable dans votre vie. Moi aussi, je peux être stratégique dans vos besoins, dans vos ambitions, dans votre carrière professionnelle ou dans votre vie d'entrepreneur de tous les jours. Donc, en mettant aussi en valeur nos savoirs, nos connaissances, nos compétences, c'est comme ça qu'on réussit à impacter. Parce que une personne, tu as beau avoir plusieurs casquettes, mais il faut que tu y aies quelque chose sur lequel que les gens puissent s'appuyer pour dire que, Imelda, moi j'ai besoin d'elle quand il s'agit de ça. Léonie, j'ai besoin d'elle quand il s'agit de ça. Et c'est comme ça qu'on impacte. Ça va se distinguer. Se distinguer. Et c'est comme ça que les gens vont vous référencer. Ils vont dire que quand ils vont aller dans tel ou tel milieu, ils vont entendre parler d'un truc, ils vont dire, je connais la bonne personne qui va pouvoir t'aider à atteindre cet objectif-là ou bien à réaliser ça. Et
c'est comme ça qu'ils vont dire que vraiment Imelda, Léonie, Mathilde a un impact dans la vie de tous les jours des gens. Parfait. Merci Léonie. C'est ça. Très inspirant, je te jure. Merci, j'espère. Non, tu es très inspirante. J'ai déjà comme toute une liste de choses à mettre en place. Ok, parfait. Pour restructurer ma vie. En tout cas, je sais que c'est aussi important de souvent se remettre en question et savoir où est-ce qu'on est et restructurer, revoir nos valeurs et tout ce qu'on a. Tout à fait. Pour être sûr de ne pas être dans le mauvais champ. Ok. Donc, merci, c'était un plaisir. Et je vais m'adresser maintenant aux internautes pour leur dire merci de nous avoir écoutés. Et on se retrouve très bientôt pour un prochain épisode. Sinon, bisous, bye. Bye bye. Merci beaucoup.